Et bonjour tout le monde, on se retrouve en automne avec les arbres derrière moi qui commencent à jaunir, avec un beau soleil, franchement il fait relativement bon, un petit peu frais, la veste est quand même de mise. Et aujourd'hui on va parler de la deuxième période la plus importante au potager de l'année, après le printemps. Voilà, on est en automne et beaucoup de personnes pensent qu'en automne on va pas faire forcément grand chose dans le jardin, ou qu'on va laisser un peu le jardin se débrouiller par lui-même, voire même mettre le sol à nu. Alors ça c'est une très mauvaise idée. Vaut mieux faire un paillage avec de la paille. Bon, moi c'est pas ce que je recommande. Une couverture, on va dire avec du compost, des feuilles. Bon, c'est un peu mieux, mais ça se dégradera vite, le sol se retrouvera vite à nu. Ou il reste une option, c'est la couverture végétale. Ou une production légumière. Mais ça, pas grand monde font des légumes en hiver, il y a une petite minorité. Moi j'arrive à faire encore des légumes en hiver, un peu sous serre, mais dehors ça peut m'arriver. Mais moi ce que je fais principalement l'hiver, c'est couverture végétale, ou plus communément appelée l'engrais vert. Après voilà, il y a aussi le foin, vous pouvez mettre du gazon, mettre même un paillage plastique. Ça, c'est à vous de voir, mais moi je trouve que voilà, moi personnellement, avec mon retour d'expérience et plusieurs de mes tests, vous allez voir tout ça, je vais vous expliquer un peu. Il y a des avantages et des inconvénients de l'engrais vert, des couverts végétaux. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour moi, rapport qualité-prix et même, on va dire, fertilité du sol et apport de matière organique dans ce sol, même de matière carbonée. Mais avant qu'on parle de ça, pas mal de personnes regardent mes vidéos, donc j'ai un grand merci à vous. Mais peu de personnes sont abonnées, donc n'hésitez pas à vous abonner, même à liker, à booster la vidéo, parce que ça se tient énormément, et même pourquoi pas, à partager à vos proches, à vos amis. Et comme ça, cela me soutient énormément et me motive encore plus à vous partager mes conseils et mes astuces au jardin. Et surtout, moi je fais un jardin facile d'entretien, qui coûte peu cher et qui prend pas beaucoup de temps. Avant que je parle tout simplement du couvert à proprement parler, on va déjà répondre à deux questions que pas mal de personnes peuvent se poser. Déjà, un couvert, c'est quoi? À quoi ça sert? Et comment bien l'utiliser? Parce qu'encore une fois, moi je trouve, par rapport à mon retour d'expérience et tout ça, qu'un couvert mal utilisé, c'est de l'argent de gaspiller, du temps utilisé inutilement, et une mauvaise structuration de votre sol. Parce que, voilà, les trois choses là, c'est très important quand on fait du potager. Et l'utilisation des engrais verts, du paillage, de la matière organique, enfin l'apport de compost, etc. J'ai envie de vous dire, ben, ça dépend. Alors, ça dépend, oui, vous allez me dire, oui, mais t'es flou, t'es pas sûr de toi. Oui, si vous faites vraiment un bon jardin, que vous remettez tout le temps en question, le 100% sûr n'existe pas. Quelqu'un qui va être convaincu, c'est une personne qui se remet pas en question, et c'est pour moi la pire des façons de penser. Moi, je vais toujours partir sur le ça dépend. Est-ce que je vais mettre de la paille? Bah ça dépend. Est-ce que je vais rapporter du compost, du fumier? Quel type de couvert je vais faire? Et pourquoi certaines graines, certaines variétés? Eh ben, ça dépend. Alors oui, c'est vaste, c'est compliqué à répondre, mais c'est la meilleure approche à avoir dans un potager. Du coup, moi, je fais un couvert, mais comment je vais procéder mon couvert, à quel moment je vais le semer, quel est le moment je vais le récolter. Récolter, ça c'est presque le truc où c'est que je suis à peu près sûr du savoir le stade. Mais les variétés, etc., bah ça dépend. Et ça dépend de quoi? Et bah ça dépend de comment je veux changer mon sol. Est-ce que c'est une comment est-ce que c'est un problématique d'adventice, enfin adventice, la mauvaise herbe, mais pour moi la mauvaise herbe, j'aime pas ce mot, c'est grossier, je préfère dire adventice. Est-ce que c'est pour la fertilité du sol? Est-ce que c'est pour l'amélioration de la matière organique de votre sol? Est-ce que c'est pour structurer votre sol? Voire même pourquoi pas les quatre? Moi, les quatre, j'aime bien les quatre. Moi j'ai mon petit couvert particulier, sauf qu'on va voir déjà, moi ma plus grosse problématique et pourquoi je fais un couvert, c'est surtout la pression des adventices. Quand je dis pression d'adventice, vous allez voir que ça peut paraître adventice parce que ça fait un peu vert dans le jardin, mais il y a une plante en particulier, voire même deux, qui sont plutôt bons pour le jardin, et que pourquoi s'embêter à désherber alors que c'est un signe indicateur de votre jardin? Pourquoi je parle de signe indicateur de votre jardin? Parce qu'en fait, je parle d'adventice, mais chaque adventice, en grande partie, ce sont des plantes qu'on appelle bio-indicatrices. Et bio-indicatrices, ben en fait, ça donne l'état de santé de votre sol. Alors, je fais un petit aparté. On considère une plante bio-indicatrice
c'est quand on commence à avoir une population d'une dizaine, quinzaine d'individus dans un espace réduit. Voilà, si vous avez juste 2 ou 3 plantes qui se battent en duel, c'est pas considéré comme indicateur. Pourquoi je parle de ça? Parce que moi je trouve que des fois mettre trop de matière organique, trop de paille, de couvrir votre sol et d'avoir que les légumes, et ben en fait ça vous empêche de faire on va dire un diagnostic pardon, de la santé de votre sol. Et ça je suis pas fan du tout. Moi quand je fais le tour de mon potager, on va dire j'ai 5 plantes non légumières qui reviennent en grande partie. Il y a les deux plus chiantes pour moi qu'il faut vraiment que j'arrive à contrôler, qui sont, je vais pas te dire, néfastes à mon sol, parce que justement les plantes bioindicatrices sont là pour restructurer, aider votre sol à améliorer ce côté-là. Sauf que les plantes là, vu que c'est une indication, ça vous permet vous de tout de suite agir maintenant pour rétablir votre sol plus rapidement que la plante va mettre sur des années. Parce qu'une plante n'est pas là par hasard. D'ailleurs, la nature a horreur du vide. Alors, moi j'ai 2 plantes principales qui posent vraiment problème dans mon sol, qui indiquent un état de santé de mon sol un peu problématique. Alors ouais, j'ai utilisé le téléphone parce qu'il y a certains mots un peu latins, un peu techniques. Pour s'en souvenir, c'est compliqué. Donc c'est le Calistoga silylé. Voilà, vous avez les images en même temps. Et j'ai le Rumex. Quel est l'état de santé, le problème du sol avec la présence des plantes là? Si on prend le Calistoga silylé, c'est un sol qui a surtout une carence en matière organique animale et une présence de nitrites dans le sol par asphyxie. Donc ça veut dire que j'ai un déséquilibre de l'azote. Parce que oui, votre sol, on va dire, a 2 formes d'azote. Il y a une forme d'azote pour dégrader la matière organique, du coup le carbone de votre sol. Et il y a l'azote assimilable par les plantes. Donc une fois que vous avez les deux infos là, je vais pas rentrer dans le technique exactement le nom, parce que sinon là je perds 90% des personnes qui me regardent. Mais en fait, il faut de l'azote pour dégrader la matière organique et de l'azote qui va se minéraliser pour être accessible aux plantes. Bon, c'est un résumé, mais ça se part pas encore tout à fait comme ça. Donc le problème c'est que j'ai un gros déséquilibre entre la matière minérale, enfin l'azote minéral accessible à mes plantes et la matière organique carbonée. Sauf que j'ai un gros manque, du coup c'est ce qui apporte principalement la matière organique animale, de l'azote qui va dégrader la matière organique pour minéraliser cette matière organique pour accessible aux plantes. En fait il manque au milieu là. Ce qui, la plante en fait, elle va faire en sorte de contrer ce problème là. Sauf que du coup la solution, c'est pas forcément d'apporter de la matière organique, on va dire végétale, enfin compost ou mettre des couverts végétaux. Si je peux mettre un couvert végétaux pour ce cas-là, mais je vais plutôt mettre la graminée de la poacée, du coup mettre du triticale, du seigle ou du sorgho. Mais pas plus, je vais pas chercher à rajouter de l'azote avec des légumineuses, au risque en fait de faire encore un plus gros déséquilibre. La solution la plus rapide et la plus efficace reste du coup de faire un gros apport de fumier de matière animale. Ensuite j'ai le Rumex, et le Rumex lui c'est compliqué à expliquer parce que même l'explication, même si je vous la mets à l'écran pour expliquer ça, mais en gros le Rumex c'est une semblante compaction du sol due à l'humidité et une matière organique qui est difficilement dégradée. En gros c'est les passe-pieds, les endroits fréquentés que vous allez tout le temps marcher, et les bouts de jardin, enfin vous avez votre carré de jardin, et généralement c'est pas mal les extérieurs qui sont tassés, qui sont difficilement travaillés. C'est principalement là les Rumex y vient. Et en quoi ça impacte? En soi c'est pas réellement sur les légumes, mais ça indique que votre sol en fait il est compacté. Et qu'un potager c'est pas comme un champ. Un potager généralement c'est des petites surfaces, voilà, ou des fois c'est à côté. Et en fait les micro-organismes de votre sol, les animaux de votre sol, eux ils vont pas rester dans le carré. Eux ils sont comme vous, ils aiment bien naviguer de droite à gauche. Sauf que du coup si c'est tassé entre vos 2 parcelles, ou entre on va dire votre gazon, la pelouse, enfin une prairie, ce que vous voulez, à côté de votre carré de potager, et les animaux là à un moment donné ils peuvent pas rester que sur une zone cloisonnée, ils sont obligés de naviguer. C'est ce qui fait l'oxygénation de votre sol. Sur le long terme vous cassez tout ce cycle là, et ce qui peut nuire du coup à vos légumes. Parce que si les animaux peuvent plus se déplacer, qu'ils arrivent dans un endroit tassé, on va dire un mur,
et ben à un moment donné, ben il peut plus se reproduire ou ça crée des gros déséquilibres dans votre sol. Et la seule solution, voilà, on va dire pour contrer le rumex, et ben c'est ne surtout pas apporter de la matière organique parce que vous allez créer encore un plus gros déséquilibre. La seule solution, bah, c'est le décompactage. Voilà, faut décompacter votre sol. Vous pouvez essayer de retirer les rumex parce que les rumex, plus ça va faire de la graine et plus il va en avoir. C'est pas forcément des plus jolis, même si encore une fois le rumex il est pas là par hasard et des fois même de le laisser dans un petit bout, et ben ça peut aider votre sol. Ensuite j'ai 3 plantes qui reviennent, c'est le chardon, le laitron et le mouron. Alors le laitron et le chardon, c'est surtout on va dire un signe de compactage en profondeur du sol. Voilà, bon, moi j'ai un sol qui est relativement lourd et j'ai peu de hauteur de sol, on va dire, vraiment cultivable avec la matière organique. Moi j'arrête régulièrement et quasi tout le temps sur la roche au bout des 70 cm, mais des fois à des endroits je suis à 40, je suis sur la roche. Donc bon, ben voilà, ça je peux pas y faire grand chose. La seule solution c'est toujours pour ça de décompacter les endroits un peu tassés où c'est que j'ai du chardon, voilà. Et c'est aussi signe d'un sol riche en matière organique et un petit manque peut-être d'azote, voilà, azote minéral. Donc ça c'est pas bien compliqué, hein. On fait des couverts avec principalement de la légumineuse, un petit apport de fumier ou un petit engrais minéral histoire de dire, enfin via des bouchons de fumier, c'est largement corrigé. Et le mouron, beaucoup de personnes pensent que c'est ah là là, c'est envahi de mourons, ça se multiplie vite. Et le mouron, c'est presque la seule plante en adventice qui est signe de bonne santé de votre sol. Limite, si vous avez du mouron, vous devrez être super content d'en avoir. Alors, voilà, c'est ce qui a marqué. Moi, j'en ai un peu, surtout de ma grande serre, alors que c'est une serre, hein, une serre, on dit toujours un peu de déséquilibre, etc. Mais j'ai du mouron, donc au final, faut plutôt m'en réjouir. Ouais, mais t'es bien gentil, Flo. Maintenant que tu nous as parlé de tes plantes, nous, ce qui nous intéresse, moi, c'est mettre mon couvert, parce que je veux couverture du sol, pour les plantes, biodicatrices, machin, je m'en moque un peu. Alors, de penser comme ça, c'est bien sans être bien. Effectivement, de faire un couvert, j'en parle depuis tout à l'heure, c'est très important de faire une couverture de votre sol l'hiver. C'est comme vous, si vous n'avez pas de couette, ça fait vite froid l'hiver. On a vu ces plantes-là, on a vu les effets, on va dire, maladifs de votre sol. Maintenant qu'on sait ça, on va pouvoir regarder les différentes catégories qu'on peut semer. Donc la première catégorie, qui est plutôt avantageuse, surtout en apport d'azote, c'est tout ce qui est les pois, la veste, les fèves, les haricots, enfin toutes ces familles-là, c'est toutes les plantes qui font des nodules, donc c'est des petites boules blanches. Si je retrouve une image, je vous la mets. Aux la racine. Et en fait, ça, la dégradation, ça va faire de l'engrais minéral, de l'azote minéral qui va être distribué aux plantes. Donc, c'est surtout ça le principal intérêt de cette catégorie de famille-là. Ensuite, on a les graminées ou les poacées, voilà, donc par exemple, je prends le gazon, le blé, le seigle, le triticale, le sorgho. Le sorgho, d'ailleurs, j'ai fait un épisode là-dessus, c'est le tout premier de la chaîne, où c'est que j'ai broyé du sorgho dans ma grande serre. D'ailleurs, c'est derrière le sorgho qu'il y a du mouron. Et ça, en fait, ça va vraiment étouffer de manière générale l'herbe, les adventices, et ça va permettre également de travailler votre sol en profondeur parce que les racines, il y a beaucoup, et c'est un amas de racines, mais qui ont tendance à aller profond. Donc, ça va, voilà, structurer votre sol, limiter la pression des adventices, et ça va apporter la matière organique une fois qu'on va laisser pousser la plante. Ensuite, on a les brassicacées et les crucifères. Alors eux, ils ont vraiment 2 grands intérêts, enfin même 3. C'est déjà avec leurs grandes racines pivotantes, ils vont venir vraiment tout en profondeur de votre sol pour éclater le sol. Alors attention, ça ne remplace pas un outil du travail du sol. La nature est puissante. Si vous avez un sol vraiment compacté en profondeur, la plante va avoir difficilement la capacité de décompacter le sol. Voilà, c'est pas magique une plante, hein. Beaucoup de personnes pensent ça, mais une plante faut plusieurs années avant qu'elle puisse vraiment décompacter votre sol. Et ça, encore 2 autres avantages. Ça a déjà la capacité de rapporter du soufre dans votre sol. Donc le soufre, c'est quand même très important pour vos légumes. Et ça, à la dégradation, on va dire sur le long terme, a apporté de la potasse. Et la potasse,
pour les personnes qui savent un peu ce que c'est dans le jardin, le NPK, c'est le cas, voilà, ça va surtout favoriser le bourgeonnement, enfin la fructification de vos légumes. Donc faire des bonnes pommes de choux, des bons fruits et des légumes en grande quantité. Et ensuite on a un peu les autres plantes, d'autres familles. Je pense à la facélie, au lin, au sarrasin, qui elles vont avoir un effet couvrant. Voilà, ça peut apporter un peu d'azote, etc. Un peu comme toutes les familles qui vont apporter vraiment de la matière organique et de l'azote à différents niveaux, mais avec plus ou moins une spécificité particulière sur chaque famille. Et ensuite, les couverts, c'est pareil, on va pas mettre n'importe quel couvert derrière une culture ou devant une culture légumière qu'on va faire la saison d'après. Pourquoi ? Parce que, par exemple, si vous allez mettre de la crucifère, de la brassicacée, et que vous allez mettre des choux derrière, c'est un peu con, parce qu'en fait, le chou, vu qu'il fait partie des familles des brassicacées, va faire le taf du crucifère ou des brassicacées que vous allez semer. Autant, par exemple, devant du chou, mettre de la légumineuse et de la graminée. C'est pour ça que des fois on dit de faire des rotations avec des haricots, des choux, des tomates, tout ça. C'est parce qu'en fait, même ces plantes-là font office de travail du sol, le couvert. Et je reviens vite fait sur un point négatif du couvert. C'est, on va dire, le manque de place. Voilà, on a toujours des légumes qui finissent plus ou moins tôt, plus ou moins tard. Et c'est vrai que le couvert, pour l'implanter dans de bonnes conditions, faut quand même la place. Enfin, faut avoir la place surtout de le faire. Et c'est vraiment l'inconvénient principal des couverts végétaux, c'est vraiment l'aspect de place pour pouvoir faire des rotations et implanter des couverts. Donc maintenant qu'on a résumé ça, vous avez compris qu'on sait les problématiques qu'on veut faire, qu'on sait les cultures qu'on veut implanter. Et maintenant, c'est simple, on va choisir les variétés. On va choisir les variétés par rapport à ce qu'on veut emmener plus tard et à nos besoins. Alors moi principalement, ce que j'apporte, j'ai de l'avoine, du triticale, j'ai de la vesse et je mets du radis oléifère. Ça, c'est vraiment mon engrais de base que j'aurais tendance vraiment à mettre l'hiver. Donc je sème ça septembre-octobre. Ça se ressème un peu. D'ailleurs, je vous mets une photo de mes pommes de terre qui étaient avec des repousses de couvert. Alors oui, je ne cherche pas à détruire le couvert parce qu'en fait, je ramasse mes pommes de terre et juste avant de ramasser mes pommes de terre, je ramasse ces graines là. Et ce qui me fait quand même un bon seau de graines que j'ai pas acheté. Alors moi personnellement j'ai calculé en achetant mes graines et en faisant même mon auto-semence en laissant mes cultures couverts repousser un peu dans mes légumes. Alors les patates, pour info, si jamais, j'ai fait 110 kg dans environ 25-30 mètres carrés. Bon, je peux faire un peu mieux, mais c'est mon record absolu parce que j'ai une terre qui est pas du tout faite pour la pomme de terre. Et pourtant c'était combiné et c'était envahi par les repousses de couvert. Voilà. Et du coup, je suis à 110 € de l'hectare. Voilà, les semences achetées plus semences que je récupère. Et encore, je pense que même en les récupérant, je peux baisser le prix là. Donc 110 € hectare, moi je pars toujours comme ça parce que les calculs sont simples. 1 hectare égale 10 000 mètres carrés. Du coup, le calcul est simple, pas besoin de faire la calculette. 110 € de l'hectare, ça fait 0,011 € du mètre carré. Voilà. J'ai regardé un peu sur internet, tout ça. Je crois que je suis le seul qui est aussi bas. Voilà, faut juste savoir où trouver les bonnes graines, surtout pas en magasin. Les coopératives où il y a 2-3 sites vraiment bons ou un agriculteur et faire votre propre semence, ça fait ces prix-là. Ensuite, j'ai également du sorgho noir. Donc le sorgho noir, voilà, que j'ai broyé et j'en ai même le long de mon tunnel. Vous avez les images en même temps. Le sorgho noir, lui, ça va être surtout à la saison parce que ça craint super vite le gel, ça crève tout de suite. Et le sorgho, je vais plutôt le mettre pour l'effet couvrant. Donc dans la serre, c'était pour limiter les adventices qui étaient présentes. Ça permet de restructurer le sol vraiment en matière organique, de renlever l'excès d'azote qu'il peut avoir. Alors l'excès d'azote non minéral, qui permet une meilleure dégradation de la matière organique, un meilleur rapport carbone-azote. Et ça me permet, comme dans le tunnel avec les images que vous avez vues, j'ai une pression de chien-dent qui passe en dessous de la bâche. Et ça permet en fait de stopper tout simplement le chien-dent et d'avoir une serre à peu près propre et pas envahie. Et j'ai aussi du coup la vesse pure, que ça je vais mettre, on va dire, un peu en complément de mes légumes. Voilà, les légumes vont pousser gentiment.
et ça m'arrive de temps en temps de semer de la veste un peu au milieu. Voilà, ça va pas prendre le dessus, ça va être là vraiment en complément, vu que j'ai de la graine. La graine elle coûte cher en elle-même, mais vu que j'arrive à faire ma propre semence, je peux me permettre de faire ça. D'ailleurs, derrière moi, là, juste en dessous, je vous mets des images un peu en direct. J'ai mes haricots qui poussent. Enfin, j'ai semé mes haricots, mais sauf que j'ai mon couvert, du coup, où c'est qu'il y avait. Là, c'était des oignons. D'ailleurs, je vous mets une image d'oignons, pareil, qui était un peu envahi. Pareil, les oignons, ils étaient super beaux cette année. En fait, les repousses, limite, j'ai plus besoin de semer de couvert. Voilà, parce que vu que je laisse un peu monter la graine, il y a toujours la graine qui tombe. Et en fait, le couvert pousse à travers les haricots sont dominants, du coup je m'inquiète pas, je vais ramasser les haricots, je vais laisser les haricots traîner sur place, ils vont geler pendant l'hiver, mais en fait le couvert il sera presque implanté. Et concernant la destruction des couverts végétaux, c'est là que beaucoup de personnes, selon moi, font l'erreur, c'est généralement de vouloir faucher le plus tôt possible, de se dire faut que je fauche, j'ai envie de planter. Et laissez la nature faire, la nature elle est bien faite. Un couvert végétaux, faut déjà le semer dans des bonnes conditions, pas le semer trop dense, pas le semer pas assez dense, enfin il y a déjà un peu d'occupation. C'est faire déjà un léger travail du sol pour faire un lit de semence, voilà, que les graines soient à 2-3 cm, protéger potentiellement des ravageurs, donc principalement les oiseaux, même un peu les animaux de terre, les limaces, enfin les gastéropodes. Il y a déjà beaucoup de trucs à faire. Et le couvert, en fait, lui, pendant l'hiver, il va... Voilà, j'ai pas parlé, mais aussi il fait également office de piège à azote, de piège à nitrate. Mais le principal atout du couvert, semé à l'automne, c'est surtout au printemps, mais au printemps pas n'importe quand, c'est quand le couvert, généralement il va rester haut comme ça, plus ou moins tout l'hiver, et d'un coup, au moment de la montée en sève, il va grimper d'un coup. Et en fait, le meilleur moment pour détruire un couvert, pour avoir le maximum de matière organique, le maximum d'azote et une meilleure structuration de votre sol, c'est ce qu'on appelle quand votre couvert est à presque un début épiaison pour les graminées ou presque à l'apparition des premières fleurs pour les légumineuses et les brassicacées, crucifères. Avant, en fait, vous allez apporter un peu d'azote, certes, mais sauf qu'en fait, les racines, elles poussent en proportion. Si la plante fait ça, il y a le double de racines en dessous. Et de vouloir faucher trop tôt, en fait, vous empêchez à votre couvert de faire son travail que vous souhaitez. Et en fait, si vous fauchez trop tôt, tout simplement, vous verrez jamais réellement d'impact sur votre sol et c'est ce que vous attendez. Si vous récoltez votre couvert en bon moment, par rapport également à votre date de semis, il y a ce qu'on appelle la méthode Merci. Bon, j'en reparlerai au printemps parce que je vais en faire à 2-3 endroits. Voilà, j'ai un peu des semblants de couverts et je vais peut-être ressemer un peu des couverts octobre-novembre en fonction des périodes de gelée. Je vous mets à l'écran, ça c'est quelque chose que j'ai fait au printemps dernier. Alors, c'est tout à fait gratuit. Vous entrez les caractéristiques de votre type de sol et dans un mètre carré, voilà, vous allez venir mettre 4 piquets, faire 1 mètre carré, vous allez tout couper sur le mètre carré. Et ensuite, vous allez séparer tout ce qui est les graminées, tous les essences, on va dire, différents. Et vous allez tout rentrer sur le site. Et moi, ça me donne, voilà, sur ce que j'ai ramassé. Donc, c'était un mélange de avoine d'hiver, radis fourragé et veste commune. Oui, bon, après, les termes sont pas tout à fait pareils sur les paquets, mais vous arrivez facilement à savoir quoi correspond à quoi. Donc, j'ai fait l'équivalent de 3 tonnes de matière chèsse à l'hectare. Bon, 3 tonnes, vous le divisez par 10 000. Ce qui fait du 0,003 tonnes au mètre carré. Ce qui peut paraître peu, mais mon couvert n'était pas forcément dense. Et quand on regarde juste à côté, on voit que le couvert, malgré sa petite taille, a piégé 100 unités d'azote à l'hectare. Alors oui, 100 unités, ça ne vous parle pas. Mais en gros, pour vous donner une ordre d'idée, par exemple, une tomate va avoir besoin l'équivalent de 150 unités environ d'azote. Alors moi j'aime pas parler en kilos d'azote ou en grammes d'azote parce qu'en fait en fonction de la matière organique, du fumier, etc. le taux d'azote varie énormément. Donc moi je parle en unités et en unités ça c'est plutôt facile à regarder, on regarde sur internet et on sait à peu près à quoi ça correspond. Et d'ailleurs je ferai une vidéo certainement au printemps sur comment lire les paquets d'engrais de manière générale pour éviter de faire des surdosages et mettre les bonnes quantités. Et même savoir acheter un bon terreau et un bon engrais. Alors oui, il y a de l'engrais dans un terreau. Et quand on regarde en dessous, la restitution du couvert au sol,
j'ai 34 unités sur les 100 piégés qui seront restituées au sol. Alors où sont passés les autres? Tout simplement, il y en a qui se volatilisent dans l'air. Ça, c'est le cycle, vous pouvez rien y faire. Et une grande partie a permis de dégrader la matière organique. Ça, c'est le cycle naturel du sol. Vous pouvez pas y remédier. C'est l'équilibre de votre sol. Donc en fait, sur les 100 unités, voilà, il n'y a que 34 qui sont restituées à votre sol. Et juste en dessous, on voit encore que les 34 ne sont pas restitués d'un coup comme ça, d'un claquement de doigts. Ils sont restitués de manière progressive. Et pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement quand vous allez détruire votre couvert. Par exemple, si vous voulez inclure des cultures. Et la grande erreur que beaucoup de personnes font, c'est qu'ils vont vouloir planter, voire même semer ces cultures, ces légumes dans ce laps de temps-là. Sauf qu'en fait, je vous ai parlé que la matière organique a besoin d'azote pour dégrader le sol. Sauf que le sol, lui, pour créer l'équilibre, il va déjà prendre l'azote pour dégrader cette matière organique et ensuite seulement apporter via l'azote minéral à vos légumes. Du coup, si vous voulez planter plutôt que prévu après la date d'arrachage, de broyage ou même d'enfouissement de votre couvert, vous allez créer ce qu'on appelle une carence en azote. Et une carence en azote, aussitôt dans votre culture, ça restera néfaste sur l'ensemble de la culture. Ça se remarquera pas forcément sur l'instant T, mais vous faites une comparaison de deux planches ou avec une planche qui a pas de carence en azote à l'entrée de jeu et une planche qui a une carence en azote à l'entrée de jeu, et la différence va se faire sur les mois et sur la récolte de manière générale. Donc ça, c'est très important à respecter le temps de dégradation, de minéralisation, tout simplement. Petit aparté sur la carence en azote. Là derrière moi, j'ai des lignes d'haricots qui sont beaux verts et des lignes d'haricots qui sont jaunes tout peu. Et ça, malgré que ça soit une fabacée qui capte l'azote de l'air pour le mettre dans les racines, oui, ces cultures-là ont une carence en azote. Pourquoi? Parce que ici, j'ai eu un excédent de matière organique azotée. Voilà, j'avais mis du fumier de poule pas tout à fait composté. Et en fait, ça a utilisé tout l'azote. Et c'est toujours en train d'utiliser l'azote pour dégrader la matière organique. Et du coup, le haricot, lui, il n'a pas réellement d'azote accessible. L'azote que l'haricot capte de l'air pour le mettre dans ses racines, il faut que l'azote là soit minéralisé avant que lui-même puisse s'en servir. Donc ce qui explique pourquoi ça fait un trou au milieu et que j'ai des haricots jaunes. Et vu qu'il y a une dégradation de la matière organique, voilà, provoquée avec les champignons et les vers de terre et tous les autres organismes vivants dans le sol, ça a fait qu'au milieu, là-bas, il y a eu un pourrissement, un excès de champignons et les graines n'ont tout simplement pas germé. Donc maintenant que vous avez toutes les bases, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si des fois vous avez des questions. J'ai essayé d'y répondre à tout. Voilà, j'ai essayé de faire un peu dans les détails sans rentrer vraiment trop dans le technique. Parce que là-dedans il y a un peu de connaissances et j'ai envie de parler de technique, de sortir des mots un peu compliqués pour beaucoup de personnes, mais j'essaie de rester simple pour que tout le monde me comprenne. Donc merci à vous d'avoir regardé. Encore une fois, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, à booster la vidéo, à partager, à mettre dans les commentaires. Et moi on s'en retrouve dans 15 jours. Oui, on arrive à la période hivernale. J'ai pas envie de sortir la caméra pour juste des bricoles pour dire que je fais des vidéos. Donc la période hivernale, voilà, ça va être une vidéo. Je vais essayer de prendre le rythme d'une vidéo tous les 15 jours. Donc moi, merci à vous d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine.